Salut, c'est Grognato pour We Are FPV. Ce mois-ci, je me suis uriné pour m'acheter le R65-2, mais est-ce qu'il vaut vraiment le coup? C'est l'idéal pour commencer, parfait pour rouler en intérieur, il rentre très bien dans le sac à dos et vous risquez pas de le casser. Pour parler de moi, je suis très actif sur le Discord, donc j'ai une vue assez globale de l'expérience des gens avec ces drones. J'ai fait des tiny whoop comme celui-là de moins de 25 grammes avant la sortie du premier R65. Et j'ai toujours aimé en faire, j'en ai acheté plein, et je les ai fait voler très régulièrement. Donc pour commencer la vidéo, je vais déballer ce drone, vous donner les specs, et le comparer avec l'ancienne version du R65. Ensuite, je vais le faire voler, donc en vous donnant les vraies différences qu'on ressent en vol. Et pour finir, je vais le modifier et vous expliquer comment faire les modifications et pourquoi les faire. Je vais comparer les différences que ça apporte en faisant un peu mes mesures. Et pour finir, je vais vous donner mes recommandations sur qu'est-ce qu'il faut acheter. Est-ce que vraiment ce R65-2 c'est le seul choix que vous avez? Donc pour commencer, ce qu'on trouve dans la boîte, comme d'habitude, on retrouve le connecteur pour connecter le drone à Betaflight, des vis de rechange et des hélices de rechange, et ensuite le drone directement, donc il est là, avec une canopie en plus, au cas où vous cassez la première. J'ai choisi la version Racing avec des moteurs donc en 30 000 kV. Avec du recul, je pense que la version Freestyle en 25 000 kV aurait été un meilleur compromis pour moi. Ensuite, le drone. Donc la caméra, ça reste une petite C03. La première différence qui saute aux yeux, c'est l'IO. On voit bien qu'elle est beaucoup plus petite que la première. Et elle a seulement 3 points d'attache. Donc les ingénieurs de BTFPV, ils ont fait un tableau où ils nous montrent des tests sur la fiabilité des IO selon comment elles sont faites. Et donc on voit bien une colonne où elle a 3 attaches et elle se casse beaucoup moins souvent que les autres. Et moi ce que je pense c'est que les données sont un peu faussées parce que à mon avis ils ont testé de le cracher que à l'avant et ils ont pas testé sur les côtés, alors que dans la réalité, quand on le fait voler, ça nous arrive aussi de cracher sur les côtés. Donc à voir à l'avenir si cette IO est aussi fiable que la première. Ils ont changé aussi les ESC, donc on est passé sur du 12 ampères, alors qu'avant c'était du 5 ampères. C'est beaucoup mieux, ça va nous permettre d'être plus confiants quand on fait des crash flips ou quand on met des fulls. Et ce sera plus fiable. Parce que je pense qu'il y avait au moins 30% des IO cassés qui avaient tout simplement un problème de SC sur l'ancienne génération. Une dernière chose, donc les moteurs ils se branchent à l'IO, c'est plus soudé. C'est un très mauvais point et on va en reparler très vite. Aussi, l'épaisseur de l'IO est passée de 0,8 pour le premier du nom à 1 mm. Ça va rajouter de la solidité et je pense que ça permet de la rendre plus compacte en mettant plus de couches de cuivre sur le PCB. Les moteurs, bien qu'ils aient l'air identiques à ceux de la première version, et ben c'en est d'autres. Ils ont beaucoup plus de kV, donc on retrouve ce drone avec la variante Racing, Freestyle et Champion. Avec la version Freestyle, on a des 25 000 kV, la version Racing, donc celle que j'ai, on a des 30 000 kV, et la version Champion, on a des 34 000 kV avec des roulements à billes. Donc oui, effectivement, la version Racing et la version Freestyle n'ont pas de roulement à billes. Ça m'attriste parce que les roulements à billes, ça ajoute beaucoup de fluidité et ça rend le moteur beaucoup plus efficient et consommera moins. Et à KV équivalent, on a l'impression d'avoir plus de puissance quand on a des roulements. Mais surtout, avec autant de KV, on va perdre en précision des gaz en intérieur. Par contre, c'est un bon point pour l'extérieur. C'est dommage parce que c'est plutôt le R75 qui était bien pour l'extérieur. Et dernier gros mauvais point, donc c'est ces petits moteurs plug. J'aurais aimé que les moteurs soient branchés, soient soudés à l'IO, mais je pense que pour une question de coût, cette fois-ci, BTFPV, ils les ont mis avec des branchements. C'est à la fois pour une question de coût et parce qu'ils ont bien vu que leurs clients, je pense, avaient du mal à souder les moteurs et se retrouver à devoir le refaire toutes les 3 minutes et à faire appel au service client. Moi, j'aurais quand même aimé une option pour choisir de les avoir soudés parce que franchement, c'était beaucoup mieux d'avoir des gros pads où on pouvait souder que des prises qu'on va devoir enlever puis ensuite s'embêter à souder sur des tout petits pads. Et en plus, il y a une différence de poids forcément. Les plugs, ils rajoutent peut-être 1,5 g au total sur le build. Donc ça peut faire sa différence sur un build de 25 grammes. C'est clairement pas grand chose, mais ça peut faire sa petite différence. Donc la frame, cette fois-ci, a un bon changement. Elle est plus rigide que la précédente, clairement, on le sent direct.
Et il y a moins d'attache entre les bords et le centre du moteur, donc on enlève du poids inutile. Et franchement, c'est un bon point. Et dernier truc qu'on peut repérer rapidement, il y a moins de surface ici. Notamment grâce à la différence de surface ici, on va avoir des virages qui sont plus doux que la première génération. À voir si ça fait réellement une différence en vol. Le drone, il est beaucoup plus stable, donc cette frame, elle lui donne une rigidité qui est vraiment bien plus agréable, un comportement beaucoup plus fluide. Le vol en extérieur devient agréable même par temps venteux. Donc la puissance le rend plus agile à l'extérieur. Et malheureusement, cette puissance, elle est à double tranchant parce qu'on perd en précision en intérieur. Et le crash flip devient sans effort grâce à cette puissance en plus. Comme d'habitude, le VTX et le lien ELRS sont irréprochables. BTFPV sont très forts là-dessus. Franchement, ils ont les meilleurs VTX que je connais en analogique. Autre bémol de la puissance, le temps de vol. On a un drone qui peine à dépasser les 2 minutes 30. Les modifications à faire ou pas sur ce R65. Donc la première chose que je vais faire, je vais souder les moteurs et ensuite je vais tester pour voir si ça change quelque chose. Donc pour tester, je vous présente mon outil improvisé qui consiste en un petit duct de Tiny Whoop qu'on a collé sur une balance. Et ensuite, je peux mesurer avec la balance la poussée du moteur. Donc bien sûr, je mets l'hélice sur le moteur à l'envers et j'alimente l'AIO via une alimentation stable. Comme ça, on n'a aucune différence de tension quand on teste les deux moteurs. Et on peut aussi savoir combien de courant consomme le moteur. Donc pour souder les moteurs, ce que je vous recommande le plus, c'est une petite pince comme ça. Souvent, quand elles sont pas rondes sur les côtés comme ça, c'est de la mauvaise qualité, elles vont se tordre au fur et à mesure et ça va être impossible à utiliser, c'est pas pratique quoi. Et je vous conseille aussi un fer à souder un minimum précis. Donc moi mon fer c'est le Pine 64, c'est un peu un clone chinois du TS100 qui coûte 34 euros sur AliExpress. Et donc mon étain c'est celui-là, du mécanique. Donc c'est de l'étain au plomb AliExpress. Mécanique c'est une marque un peu réputée pour faire du bon étain. Et l'outil que j'utilise pour tenir les composants que je soude le plus souvent, c'est de la pâte à fixe. Ça permet vraiment de tenir solidement et ça va pas bouger pendant que vous soudez. Il faut toujours attendre par contre que la pâte à fixe refroidisse avant de l'enlever, sinon elle va rester collée sur votre IO et ça va être un peu chiant, mais c'est le seul bémol. Donc après avoir soudé les moteurs et retesté la poussée du moteur, je me rends compte qu'il y a strictement aucune différence entre quand on soude et quand on utilise les plugs. Donc souder, c'est une modification qui peut être faite si vous voulez gagner de l'espace sous l'IO, ou alors si vous voulez gagner du poids, donc 0,5 g. Mais si vous faites pas ça, franchement, je vous recommande pas de le faire. Si vous êtes un utilisateur lambda qui veut pas se casser la tête quand il change de moteur, quand il change de frame, c'est pratique de pas les avoir soudés. Donc si vous soudez vos moteurs, c'est super important, il faut que vous utilisiez quelque chose pour tenir vos fils moteurs juste après la soudure, parce qu'en fait la soudure, quand on va la bouger, l'étain il va se fissurer et le fil va se casser. Donc il vous faut quelque chose pour tenir les fils bien en place, pour pas que ça bouge, parce que sinon bah, les soudures vont casser très rapidement. Donc pour ce faire, moi j'utilise du fil dentaire, je fais un nœud, et après je vais mettre un point de colle dessus, un point de super glue, en faisant bien attention à pas le mettre sur les fils, parce que si je mets le point de glue sur les fils, ça va abîmer le revêtement. Donc il faut mieux que je le mette côté frame, en gros. Donc maintenant que j'ai un setup pour tester les moteurs, je me suis dit que j'allais aussi tester les moteurs que j'avais sous la main, donc les VCI. C'est des moteurs qui sont un peu moins chers que les BTFPV, mais qui possèdent des roulements à billes. Donc ça les alourdit, on va dire, de 0,1 g. Ça va rajouter 0,5 g au total à votre build. Par contre, on peut voir dans mes tests, ils consomment 25% moins pour la même puissance. En plus, sur les VCI, je le montre aussi dans les tests, à 50%, les WC ils poussent quasiment pas. En fait, ça nous apporte une grosse précision des gaz. Donc on a un contrôle beaucoup plus précis de la vitesse du moteur. Donc en gros, en fait, c'est le couple du moteur et les roulements qui apportent cette précision en plus. Et aussi le fait qu'ils soient un petit peu moins puissants. Parce que quand on diminue les kV, généralement on gagne en couple. Donc c'est à double tranchant les kV. C'est pour ça que je suis dégoûté qu'ils aient mis des 30 000 kV BTFPV sur leur nouveau drone. Et la troisième modification que je vous conseille de faire, c'est de tourner la canopie. Donc là, c'est très simple. Soit vous avez soudé vos moteurs. Dans ce cas, je vous conseille de tourner la canopie et l'IO. Donc là, on peut le voir, j'ai tourné aussi l'IO. Donc mes soudures, elles ont dû sortir par ici. C'était un peu galère de les faire à travers l'IO. Mais comme ça, j'ai pu attacher les fils sur le côté. Si j'avais pas tourné l'IO, j'aurais pas pu le faire.
Et si vous ne soudez pas vos moteurs, vous pouvez juste tourner la canopie, donc comme ça, et après modifier l'orientation du gyroscope dans Betaflight, et ça va remarcher nickel. Donc moi, si je vous dis de faire ça, c'est super simple, c'est pour que la batterie, elle puisse pas dépasser à l'avant, donc là, elle va dépasser sur le côté, au lieu de dépasser à l'avant. Et donc, en cas de choc, elle va pas se décaler. En cas de choc, elle va pas se trouer. Pour vous donner du contexte, ces batteries, je les ai depuis 1 an et demi et j'en ai cassé qu'une seule. Donc pour moi, la raison pour laquelle beaucoup de gens disent que les batteries 1S sont des consommables, c'est parce qu'ils les trouent. Parce qu'elles dépassent à l'avant, ça fait des petits trous dedans qu'on voit à peine. Ils sont quasiment invisibles à l'œil nu. Mais en contrepartie, elles vont cesser de marcher du jour au lendemain parce qu'il n'y aura plus d'acide à l'intérieur. Ensuite, la quatrième modif, c'est au niveau des antennes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé la gaine thermo. J'en ai mis une plus fine. Je pense que j'ai dû gagner 1/10 de gramme. Et aussi, j'ai attaché les deux antennes avec du fil dentaire, exactement comme les soudures, pour qu'elles bougent pas, tout simplement. Et je les ai mis à l'arrière parce que je préfère que les avoir dessus. Comme ça, c'est pas elles qui prennent le choc. On se serait attendu à ce que je change la canopie, mais en fait, je me suis dit que vu qu'elle tenait pas à l'avant, si je changeais la canopie et que je mettais une canopie qui appuyait sur l'IO, comme j'ai l'habitude de le faire, ça allait sans doute abîmer l'IO et j'ai pas envie, donc j'ai pas changé la canopie, j'ai gardé celle de BetaFPV. Donc après toutes ces modifications, j'ai un poids de 17,4 grammes. On était parti avec 17,8 d'office. Et oui, mon objectif c'est pas le poids, hein. Mon objectif c'est la durabilité et le comportement en vol. Donc la conclusion après ces modifications, mes tests en vol, franchement, les gaz ils sont 10 fois plus précis, ça se ressent direct. En intérieur, j'étais à l'aise, je pouvais voler à l'altitude que je voulais, passer au-dessus des meubles, en dessous des chaises. Ça, j'arrivais même pas à le faire avec les moteurs de base. En 30 000 kV, ça fait vraiment trop. La durée de vie des batteries, elle s'est rallongée aussi. Avec les moteurs de base, je volais 2 minutes 30, 2 minutes 40. Avec ceux-là, je vole 3 minutes 30 sans problème. Par contre, les moteurs, ils ont un petit peu moins de patates en fin de lipo. Ça se ressent pas trop au début parce que la tension est haute. Par contre, en fin de lipo, on voit quand même qu'ils sont un peu moins de puissance. C'est tout à fait normal. Mes batteries sont vieilles. Je pense que si je les changeais, ça améliorerait beaucoup les choses. Et dernière chose que je voulais dire, il y en a qui pourraient se dire, Grognatou, pourquoi est-ce que tu mets pas de la Throttle Expo pour avoir un meilleur contrôle des gaz avec les 30 000 kV? Comme ça, tu aurais à la fois le contrôle des gaz et la puissance des 30 000 kV. Et ça, je réponds que en fait, c'est le couple qui donne du contrôle et la Throttle Expo, elle va pas améliorer grand-chose à ce niveau-là. Elle va vous donner l'impression d'avoir plus de précision, mais vous n'aurez pas la réaction attendue au niveau du moteur. Il va pas se mettre à la vitesse que vous voulez aussi rapidement que si c'était juste le bon KV, quoi. Il y a une deuxième solution si vous avez comme moi acheté du 30 000 kV et que vous n'arrivez pas à contrôler les gaz et que vous voulez pas changer les moteurs. Vous pouvez mettre des hélices en bipale, comme je l'ai fait sur ce drone. Et donc ça va vous permettre un peu de moins adhérer à l'air et par contre le drone va faire beaucoup plus de bruit mais vous allez pouvoir le contrôler en intérieur. Et les bipales, ça a aussi l'avantage de consommer un petit peu moins, donc vous allez peut-être gagner un petit peu en autonomie. Donc mon avis final maintenant, c'est la dernière partie. Franchement, est-ce qu'il faut acheter ce R65? Moi je vous dis que si vous débutez, en 25 000 kV, c'est vraiment parfait. Il est solide, il est suffisamment puissant pour l'intérieur, vous pourrez faire des power loops avec la version 25 000 kV. Il est pas cher, il est vraiment simple à prendre en main. Il est vraiment solide pour un débutant. Et vraiment, la version Race en 30 000 kV ou la version Champion en 36 000 kV, c'est aberrant. Ne prenez surtout pas ça. Si vous voulez un tiny whoop d'extérieur, prenez le R75. Si vous voulez un tiny whoop d'intérieur, prenez le R65 Freestyle. Si en revanche vous avez déjà fait du 65 mm et que vous avez peut-être un peu de trucs en rab, par exemple une caméra ou un truc du genre, je vous conseille de faire un custom, un drone 2.0 avec par exemple des VCI ou d'autres moteurs bien. Je sais que les RC InPower peuvent être vraiment pas mal. Ils consomment beaucoup mais ils sont vachement puissants. Et au moins ils ont des roulements à billes. Pour faire la conclusion en une seule phrase, la frame est à garder, les moteurs sont à jeter, l'IO, seul le temps nous le dira. Donc un petit bonus aussi, si jamais vous voulez faire un petit 65 mm à pas cher en analogique, en ce moment il y a cette IO sur Mev Skin
qui a seulement 20-25 € à peu près en comptant la livraison. Donc ça peut être une bonne affaire. Un certain G du Discord de WeAreFPV m'en envoyé une. Donc je le remercie infiniment. Et je me suis dit pour tester cet IO, pourquoi est-ce que je ferais pas un petit drone en pusher? Donc c'est ce que vous voyez là. En fait, on retourne la frame et on met l'IO de l'autre, la caméra de l'autre côté. Donc ça lui donne un aspect un peu voiture de drift, quoi. Et c'est exactement ce que c'est, parce que les pushers sont excellents pour glisser. Ils, font des virages qui sont beaucoup mieux. Et comme je vous disais, sur les 30 000 kV, vous pouvez mettre des bipales pour avoir un peu plus de contrôle en intérieur. C'est ce que j'ai fait. Et donc les bipales, ça permet aussi de mieux drifter. Ça va donner moins d'adhérence à l'air. Pour revenir sur cet IO à 25 balles, j'ai quelques défauts à citer. Les moteurs plug, donc il y avait des prises pour les moteurs à la base, je les ai enlevés, sinon c'était impossible pour moi de faire un pusher. Ils étaient super durs à dessouder. J'ai chauffé comme un malade à 450 degrés, ça voulait pas partir. J'ai bien sûr réussi au final, mais non sans un petit peu galérer. Le récepteur LRS il est en SPI, donc ça vous limite notamment sur les hertz que vous mettez sur votre radio. Elle est un peu plus lourde aussi que celle de BTFPV, elle pèse 5,5 g au lieu de 3,5 g comme on a l'habitude chez BTFPV. Et le VTX, il est vachement moins puissant. Quand je vais derrière la maison, comme j'ai l'habitude de le faire, je vois tout gris, l'image, elle est pas nette. Alors qu'avec le R65, elle est totalement claire. Donc pour 22 €, c'est la moitié du prix de celle de BTFPV. On peut lui pardonner, franchement, en intérieur, ça fait très bien le taf. Le fait qu'elle soit plus lourde et plus solide, je me dis que tant mieux, peut-être qu'elle va durer plus longtemps. Pour en revenir aux pushers, leur défaut principal, c'est que l'IO, elle est exposée dessous. Donc si vous prenez le sol, si vous tapez contre le sol, vous allez sans doute la casser au bout d'un moment. Donc je vous conseille de juste drifter, slalomer, aller vite. Parce que si vous prenez un choc frontal, c'est super bien protégé. Mais je vous conseille de ne jamais faire de power loop. Parce que là, au rattrapage, vous allez peut-être taper le sol, taper un objet, taper un obstacle. Et vous pouvez le péter. Donc franchement, ne le faites pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé mon passage chez WeAreFPV. J'espère qu'on se retrouvera bientôt, peut-être pour tester une IO 5 en 1 de chez BTFPV en HD. C'est vraiment de la spéculation de ma part. Je pense que ça n'arrivera pas avant dans 6 ou 7 mois. Mais c'est probable, honnêtement.